Merci Béatrice. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vous ferai suivre une petite note technique qui résume des éléments, mais je préfère peut-être plutôt que de vous la décliner point par point, essayer de remettre les choses en perspective. Alors, aujourd'hui, l'île-et-Vilaine, depuis ce matin, est en situation de couvre-feu. Bon, c'est un privilège pour l'instant réservé à notre département en Bretagne. Je crains malheureusement qu'une diffusion rapide fasse que l'on aille rapidement vers cela sur un périmètre plus large et que très vite, bien sûr, derrière cette décision à caractère sanitaire, il va y avoir à nouveau des impacts économiques et sociaux extrêmement rapides et je crois qu'il faut d'ores et déjà s'y préparer. Et je précise aussi que ce week-end, l'Assemblée nationale va donc débattre du projet de loi approuvé en Conseil des ministres ce mercredi, projet de loi qui prévoit l'instauration. Le décret ne pouvait pas avoir une portée de plus d'un mois, donc 16 octobre, 16 novembre. Le projet de loi prévoit l'instauration de l'état d'urgence sanitaire pour 3 mois, donc du 16 novembre au 16 février. Il sera certainement adopté après quelques ajustements entre Assemblée nationale et Sénat, mais il sera certainement opérationnel dès le début du mois de novembre. Et donc, il faut se mettre dans cette configuration, ce qui, par ailleurs, traduit une gravité de situation sanitaire si on doit déjà se projeter sur une durée aussi importante, mais il y aura également des répercussions institutionnelles, car je ne vois pas comment, même si on en sortait le 16 février, il serait peut-être possible de voter en mars, mais certainement pas de faire une campagne normale. Et je crois que très vraisemblablement, on s'oriente vers un report de ces échéances. Alors, les présidents de départements socialistes et ceux de région ont été consultés. Olivier Faure l'a fait, c'était jeudi dernier. Je crois que la position qui émergeait, c'était de dire un report sans doute pour des raisons sanitaires, mais pas un report à durée indéterminée. Un report qui serait fixé, par exemple, au 30 juin, et s'il fallait aller au-delà, à nouveau que ce soit le Parlement qui soit saisi et qu'il y ait un débat. Je pose ces éléments-là parce qu'ils impactent forcément aussi tous nos calendriers de réflexion. Alors, sur ces questions des solidarités, je pense qu'on peut les approcher par focus successifs. Et certes, et se dire aussi que dans ce domaine, tout est un petit peu dans tout. Il y a déjà eu un débat sur les solidarités territoriales, mais on voit bien que des politiques actives de solidarité territoriale ont des effets bénéfiques sur des questions de solidarité humaine et de lutte contre les précarités. Dans notre département, nous avons deux grands pôles d'organisation en termes de commission, solidarité humaine et égalité des chances. Alors, je vais dire quelques mots aussi de l'égalité des chances, parce que fondamentalement, dans ces politiques publiques, et notamment des actions facultatives, et il est important de bien mesurer que d'un département à l'autre, il y a de très grandes disparités dans le domaine des politiques facultatives. Si je prends par exemple le secteur de la protection maternelle et infantile, il y a des enjeux très forts de lutte contre la précarité et la pauvreté. Et notamment, nous avons en Ille-et-Vilaine un dispositif d'accompagnement de toutes les structures collectives dès lors qu'elles acceptent d'accueillir au moins 40% d'enfants issus de familles modestes. C'est aussi une action de lutte contre la précarité et la pauvreté. Dans nos collèges, nous avons aussi des actions volontaristes. Par exemple, nous avons mis en place, il y a un peu plus d'un an, 2 ans, un dispositif de tarification unique pour les élèves boursiers. Quel que soit l'établissement où on se situe, eh bien, il y a une tarification forfaitaire qui est la même et qui est indexée chaque année par décision de l'Assemblée. C'est un effort budgétaire significatif, mais il nous semblait important aussi de considérer que l'accès à une alimentation équilibrée et pour un prix modique, c'était une action de solidarité et à la fois d'égalité des chances. Nous avons mis en œuvre des dispositifs pendant la première crise, au printemps dernier, de déploiement massif de prêts d'ordinateurs. 900 ont été déployés et notamment en direction d'enfants et bien de familles où il n'y avait parfois pas de poste ou un seul poste et quand les parents étaient eux-mêmes confinés, bien sûr, ça pouvait poser des questions de rupture pédagogique, de continuité pédagogique. Donc c'est aussi une action qui concourt globalement à ces politiques. Et puis même sur des sujets où on aurait parfois tendance à considérer qu'il y a une politique de guichet national et que ce seraient les mêmes mesures qui s'appliqueraient sur tout le territoire d'un département à un autre, eh bien non, loin s'en faut. Prenons la question de l'APA.
versée aux personnes âgées en situation de dépendance. Eh bien, l'APA, il y a des critères médicaux pour qualifier le niveau de dépendance, mais il y a une valeur de points qui va déterminer le montant de l'APA. Eh bien, l'Ille-et-Vilaine est un département dans les 5 ou 10 premiers de France par la valeur de son point, le point dit GIR. Et là aussi, c'est l'expression d'une volonté politique, comme la mise en place d'une APA différentielle dans la tarification, qui permet là aussi bien de donner des moyens aux établissements, notamment pour la formation de leur personnel. Donc, parfois extérieurement, on se dirait c'est la même chose partout, peu de marge de manœuvre. Si, il y a bien des marges. Et on peut aussi constater que sur un territoire, le taux d'établissement personnes âgées conventionnées pour l'aide sociale. Bien, en Ille-et-Vilaine, 90% des structures de type EHPAD sont conventionnées avec le département. Ça veut dire que leur prix de journée est plafonné et qu'il y a une négociation financière chaque année. Mais sur 169 structures, 152 sont habilités à l'aide sociale. Il y a des départements où c'est très, très différent et où l'offre privée lucrative est beaucoup plus importante, mais là, sans encadrement et bien sûr sans ouverture à nos aînés, aux ressources modestes. Donc, on voit bien qu'il y a un panorama, y compris dans ces politiques dont on pourrait penser qu'elles sont totalement normées, bien c'est différent et d'un département à l'autre, et je pense que c'est aussi important de préserver cela, c'est la décentralisation. La loi doit garantir un socle homogène national, une sorte de tronc commun minimum, mais selon la volonté politique, eh bien, il y a là aussi de capacité d'innover dans de très, très nombreux domaines. Et puis, je pense à la protection de l'enfance aussi. Ce n'est pas simplement prendre des jeunes qui nous sont confiés, mais le niveau de l'accompagnement de ces jeunes. Et le taux en Ille-et-Vilaine, 15% des jeunes de la protection de l'enfance sont des jeunes adultes, des jeunes majeurs qui ont entre 18 et 21 ans, voire plus. C'est un des taux les plus importants de France parce que nous avons aussi, pour lutter contre la précarité, bien la volonté de ne pas dire qu'il y a un coup près qui tomberait à l'âge de 18 ans et qui ferait que, bien là, considérant qu'ils ne sont plus mineurs, non, nous continuons de les accompagner et cela vaut d'autant plus pour les jeunes qui sont dans les parcours de plus grandes difficultés. Donc, tout ceci pour vous montrer que c'est un faisceau, la lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion, et que toutes ces politiques-là y contribuent. Nous avons dans le domaine de l'accessibilité aussi à la culture, il y a des dispositifs dans les collèges, des dispositifs de résidence qui doivent permettre à tous les publics d'y accéder. Dans le domaine du sport, les coupons sport que nous avons mis en place pour les enfants qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, c'est aussi un soutien pour permettre l'accessibilité à des licences dans des clubs. Alors, si l'on vient maintenant sur la partie, je dirais, le plus dur de ces luttes contre la pauvreté et l'exclusion, c'est bien sûr le grand domaine de l'insertion, du revenu de solidarité active. Et là, j'ai eu l'occasion depuis quelques mois déjà d'exprimer ma très grande préoccupation au niveau local, au niveau national, comme je participe au bureau et à la commission exécutive de l'Assemblée des départements de France sur l'évolution un petit peu exponentielle du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active. Entre septembre 2019 et septembre 2020, nous en sommes en Ille-et-Vilaine à plus de 2000 bénéficiaires, donc un record historique. Nous n'avions jamais eu 19 000 bénéficiaires du RSA. Et chaque mois qui passe, l'accélération de la dégradation se confirme. Au début de l'année, on était sur une pente à 5%, puis à 10% au second trimestre. Et les mois d'été, si on les compare aux mois de l'été précédent, on est à 18, voire 20%. Et en termes de mobilisation de moyens financiers, c'est considérable. 8 millions d'euros en plus en juillet. Prochaine session dans 10 jours, il faudra à nouveau 8 millions d'euros supplémentaires simplement pour boucler l'exercice. Alors, derrière ces chiffres qui sont extrêmement importants, il y a aussi bien sûr derrière beaucoup de détresse humaine, de situations de famille qui basculent dans l'incertitude, dans l'anxiété, dans la difficulté aussi, parce que on entend parfois des commentaires tout à fait déplacés sur ces allocataires du revenu de solidarité active, mais il faut se rappeler quand même que la base, c'est 564 €
par mois pour une personne seule. Imaginez ce que l'on peut faire avec 564 euros. Bien évidemment qu'on ne peut pas vivre dans la facilité avec ce niveau de ressources. Alors là, il y a des enjeux majeurs de négociation nationale et qui sont malheureusement après des… J'ai passé pour plus de 10 ou 12 réunions avec les ministres en visio à l'Assemblée nationale, avec le rapporteur général du budget, avec encore avant-hier 2 fois la dernière semaine M. Dussopt, Mme Gouraud, et on a l'impression qu'il y a une incompréhension ou une méconnaissance de la réalité, de cette réalité. On nous minimise, on nous dit ce sera 6 ou 7%, pas plus. Aujourd'hui, nationalement, on est sans doute sur 12, voire 15%, et ça représente 1 500 millions d'euros de plus à la charge des départements de France, sans mesure de compensation à ce jour. Et bien sûr, ça nous amène rapidement, quelle que soit la bonne santé que l'on pouvait avoir au début sur le plan budgétaire, dans des situations d'impasse très préoccupantes. Alors, c'est un débat que nous continuons de porter. Il y aura à nouveau des amendements qui vont être déposés lundi, mais bon, on nous parle peut-être d'un appui de 100 millions d'euros. C'est moins de 10% des problèmes qui sont devant nous et qui, à mon sens, ne peuvent pas relever seulement de la solidarité locale, mais nécessairement d'une forme de solidarité nationale, parce que sinon, on ne pourra pas, et on pourrait même se dire que les départements les plus riches eh bien, s'en sortiront mieux parce qu'ils ont de la richesse et ils ont moins de bénéficiaires du revenu de solidarité active. La situation est moins difficile dans les Hauts-de-Seine, qui a des ressources tout à fait considérables, que dans, par exemple, les Bouches-du-Rhône sont dans une situation complexe, et puis il y a des départements en secteur rural aussi en grande difficulté. Alors on constate aussi peut-être que les plus fortes progressions sont dans des départements où la situation était jusque-là meilleure. Comme l'Ille-et-Vilaine a un taux de 15% actuellement de progression, alors que notre taux de chômage était sensiblement plus faible qu'ailleurs. Mais c'est aussi peut-être cela, c'est-à-dire que dans certaines situations, quand on est déjà sur un niveau très élevé, c'est sans doute plus, enfin, je ne veux pas dire difficile parce que ce n'est pas souhaitable, mais quand on est déjà près du fond, eh bien, les marges pour descendre encore des marges sont sans doute plus limitées que quand on était dans une situation globalement plus satisfaisante. Mais en tout cas, très gros facteur de préoccupation. Et puis redire, y compris parfois sur là aussi des visions un petit peu éloignées de ce que sont les politiques en matière d'insertion. Certains pensent que ça se résume pour un département à faire un chèque tous les mois à la caisse d'allocation familiale pour payer le RSA. On fait cela. Et c'est important, à mon avis, de garder ce lien même indirect avec les bénéficiaires. Mais l'Ille-et-Vilaine consacre environ 15% de budget en plus du RSA à tous les dispositifs d'accompagnement des bénéficiaires. Et là, ce sont des politiques totalement facultatives, extrêmement variables d'un département à l'autre. La moyenne nationale n'est que de 6%, c'est-à-dire si vous mettez 100 millions d'euros pour le RSA, on mettrait 6 millions d'euros pour son accompagnement. En Ille-et-Vilaine, c'est 115 millions. Alors, ce sont les chiffres de l'année dernière. Ils seront malheureusement beaucoup plus élevés cette année avec les quelques éléments que je vous ai donnés. Mais là, c'est vraiment aussi l'expression d'une volonté politique qui existe ou qui n'existe pas. Et ce taux de 14% de mesures d'accompagnement nous met dans les 5 plus hauts taux de France. Et d'ailleurs, ce sont toujours des départements de gauche qui sont dans ces approches-là. On sait que pour beaucoup de départements de droite, le discours, c'est plutôt la chasse aux faux soi-disant bénéficiaires, les sorties accélérées du dispositif avec des contrôles à caractère parfois presque policier et la suspicion permanente. Nous avons aussi des dispositifs de suivi qui conduisent à radier 2 à 3% de personnes chaque année, mais je dirais c'est parce que le plus souvent ce sont des situations qui n'ont pas été actualisées, mais bon, il faut être rigoureux. Les textes sont les textes, les périmètres sont les périmètres, mais il n'y a ni laxisme dans notre gestion, mais bien évidemment, on ne considère pas que c'est ce levier-là qui permettra de régler les questions de pauvreté. Fondamentalement, ces personnes-là, de toute façon, si elles ne sont pas dans les seuils, elles les tangentent et elles sont de toute façon toutes en situation de difficulté importante. Donc, nous essayons de plaider, alors aujourd'hui avec peu de succès, garder une capacité à agir,
mais une prolongation des tendances qui sont aujourd'hui constatées serait extrêmement préoccupante. Et puis nous avons, et je salue les représentants qui vont intervenir à la suite, nous avons aussi par exemple, nous sommes en soutien dès le départ de l'expérimentation territoire zéro chômeur de Pipriac-Saint-Ganton. Alors l'accompagnement bien sûr individualisé des bénéficiaires, on continue de le faire. Ils sont allocataires du RSA, on continue bien sûr de financer leur revenu de solidarité active, mais nous finançons aussi le dispositif avec une aide qui est de 2 000 € par équivalent temps plein. Et comme le périmètre de cette expérimentation a grandi, on arrive à peu près à 200 000 € aujourd'hui, comme il y a une centaine d'équivalents temps plein qui sont dans ce dispositif et qui donnent des résultats extrêmement intéressants. Et je rencontrais la maire de Rennes, présidente de Rennes Métropole, ce jeudi. Il y a aussi des idées de réflexion et d'expérimentation, peut-être sur un quartier rennais en particulier. Nous serons bien sûr en étroite coopération pour voir comment aussi mutualiser nos compétences et nos dispositifs dans ce domaine-là. Et puis, il y a l'ensemble aussi des associations et chantiers d'insertion sur lesquels on apporte un soutien financier important, un soutien logistique également avec nos animateurs locaux d'insertion. Nous avons cette capacité à être présents dans tous les territoires avec 22 centres départementaux d'action sociale à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine. Donc, ce sont près de 1000 travailleurs sociaux. Et sur ces 1000 travailleurs, il y en a au moins 300 qui sont régulièrement mobilisés sur des questions d'insertion, de lutte contre la pauvreté. Et parmi ces 300, on peut dire que le quart ne s'occupe que de cette problématique-là. Donc, ce sont aussi, bien sûr, des moyens humains, et ces moyens humains ne sont pas là par hasard, ils sont là parce qu'il y a une volonté politique aussi de considérer que ce sont des enjeux. Donc, vous voyez qu'on est très loin de la vision qui parfois dirait le revenu de solidarité active, c'est un barème, on appuie sur un bouton et ça donne une allocation et que l'action se limiterait à ça. On en est très, très loin et je pense que ça aussi, ce sont des, là, dans ce domaine comme dans d'autres, bien capacité à faire preuve de volontarisme politique et de coller au plus près des réalités du terrain. Donc voilà, je regarde juste s'il n'y a pas d'autres points qui mériteraient. Alors, bien sûr, notre réflexion sur le revenu de base, nous faisons partie des 19 départements de gauche qui avaient été très loin, y compris en travaillant avec des experts, en modélisant un modèle économique sur ce financement d'un revenu, alors qu'il n'était pas le revenu universel sans condition, il était conditionnel, bien sûr, y compris à des questions de situation et de patrimoine personnel. Pour pas, je dirais que la justice n'est pas de donner la même chose à tout le monde. Ça, non, ça doit être différencié. Mais par contre, d'ouvrir des droits, notamment en direction des jeunes. Donc, nous avions eu jusqu'à un débat parlementaire pour demander le droit à une expérimentation. Bon, ce droit a été refusé à l'époque. Il faudra sans doute y revenir. Alors, bien sûr, aujourd'hui, avec de l'inquiétude, c'est que sans aucun accompagnement financier, c'est hors de portée pour nous. Nous sommes déjà un petit peu submergés par l'évolution des dispositifs de droit commun aujourd'hui, mais cela reste un enjeu majeur, notamment pour les jeunes. Et puis, la lutte contre la pauvreté, c'est aussi tout ce que l'on peut faire de façon facultative dans le domaine du logement, parce que le département exerce la compétence logement, sauf sur les territoires de Rennes Métropole, Saint-Malo et Vitré. Nous le faisons de façon volontariste. Je crois que le logement est vraiment à la croisée des solidarités humaines. C'est loger des personnes et solidarité territoriale, c'est un levier d'aménagement du territoire, de renouvellement urbain dans des centres anciens. Donc là, c'est intéressant. Et nous avons pris des décisions récentes dès le mois de juillet et le mois de septembre, renforcer les crédits pour la production de logements locatifs sociaux neufs. Donc, on passe de 8 000 à 12 000 € de subventions par logement locatif social aidé sur le territoire départemental. Et nous avons aussi augmenté les crédits et simplifié les seuils et le suivi des dossiers Fonds de solidarité logement, parce que produire des logements, c'est important, mais il faut aussi s'occuper ensuite de l'occupation locative de personnes qui peuvent se trouver en précarité sur leurs factures d'eau, de gaz, d'électricité, de charges locatives. Donc, le Fonds de solidarité logement a été abondé parce que nous voyons de nombreuses personnes, là aussi, en situation de difficulté dans ce contexte général. Donc, je pense qu'il n'y a pas un levier direct d'intervention, c'est la cohérence de toute une série de facteurs. Certains sont dans le domaine de la prévention. Je parlais de petite enfance ou protection de l'enfance tout à l'heure, d'éducation, de sport, de culture. Ce sont aussi ces leviers. Et puis, il y a les interventions directes lorsque l'urgence sociale
est là et qu'il nous faut bien au quotidien être présent. Et ce portage-là, il est aussi important de dire qu'il se fait via des élus qui sont ancrés dans le territoire et qui incarnent les politiques publiques. Parce qu'on pourrait penser que nous ne sommes pas une caisse d'allocation bis. Dans ces territoires-là, dans un EHPAD, lorsqu'il y a une difficulté de gestion qui apparaît, qui nous est remontée, eh bien, nous avons des élus départementaux, administrateurs, et quand ça relève de l'exécutif, eh bien, ce sont des représentants de l'exécutif qui vont aller rencontrer sur le terrain le conseil d'administration, poser les problèmes, parfois fixer des recommandations et des axes de travail, parce qu'il y a parfois aussi, il peut y avoir des dysfonctionnements dans une structure. Nous avons ce contrôle-là, et ce n'est pas qu'un acte administratif, c'est vraiment aussi de veiller à la cohérence de l'application des orientations validées par l'Assemblée départementale, et ça ne se limite pas simplement à fixer un taux directeur chaque année. Chaque établissement a des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, donc c'est aussi cette proximité-là qu'il me semble tout à fait nécessaire, parce que l'action sociale, je le redis, ce n'est pas une politique de guichet avec des barèmes, c'est aussi une incarnation, un portage, une volonté qui se traduisent par des choix budgétaires, des choix d'organisation et d'implication territoriale. Alors, j'ai envie de dire encore beaucoup de choses, je ne sais pas, j'arrive à la fin de mon temps de parole. On a un petit peu dépassé. Bon, alors j'arrête. Voilà, merci beaucoup, mais on va y revenir tout à l'heure puisqu'il y aura un temps d'échange, questions-réponses avec les auditeurs et auditrices.